Het gerecht in Brussel is op zoek naar een nog onbekende man die verdacht wordt van een moord op een vrouw 2 jaar geleden. De dader was niet aan zijn proefstuk toe. Het vergelijkend DNA-onderzoek blijkt dat hij het jaar voordien ook al een vrouw heeft verkracht. Het slachtoffer overleefde die ontmoeting. Ze getuigt nu in onze uitzending over de dader, over hoe hij eruit zag en de wagen waarmee hij reed. De reportage is van Anne Berger. Een jonge vrouw van 24 van Marokkaanse afkomst wandelt na haar werk naar huis. Ze woont in de buurt van de Rijerstunnel samen met haar vader. Het is laat en er loopt bijna niemand op straat. À cette époque-là, je travaillais dans une société d'inventaire. J'avais l'habitude de rentrer toute seule vu que j'habitais pas très loin, donc c'était 5-10 minutes à pied. Et puis j'habite dans un quartier très calme et normalement, ça fait des années que j'habite là, donc j'ai vraiment pas pensé qu'un jour il pourrait m'arriver ça. C'est comme par hasard que je vois cette personne dans mon quartier qui sort de la rue, qui est tout près de la mienne. Je sais pas, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. La façon comment il était habillé déjà. C'est vrai, il faisait un peu frais, mais pas froid au point d'être habillé comme lui était habillé. Et puis bien sûr, à chaque fois se retourner pour voir où j'en étais sur mon chemin, ça me semblait pas normal. Il était de corpulence mince, à peu près maximum 1m70. Ses yeux étaient de couleur brun noisette. Les sourcils étaient fins, pas très épais. Et je pense qu'il était un peu basané de peau. Moi, j'ai continué à marcher jusqu'à ce que je ne le voie plus. Mais comment il a fait pour se retrouver derrière moi, je ne sais pas. Il me fixait juste avec des grands yeux et je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait. À ce moment-là, il m'a touchée dans la partie génitale. Je l'ai repoussé et puis à ce moment-là, j'ai vu le couteau dans sa main droite. Et puis là, donc, je savais que j'étais en danger. Donc, il m'a dit, en arabe bien sûr, excusez-moi du terme, c'est un peu vulgaire, il m'a dit « Viens, on va baiser ». C'est ce qu'il a dit exactement. Donc là, il m'a pris, avec le couteau pointé contre moi, bien sûr. Et il m'a guidée vers sa voiture. C'était un Marocain. Vu son accent, comment il parlait, c'était un Berbère. Même son français, je sentais bien que c'était quelqu'un qui n'était pas là depuis très longtemps. J'estime qu'il doit avoir la trentaine, peut-être même 40. Il m'a dit que si je criais ou que je faisais le moindre geste, il allait me poignarder. À ce moment-là, il y avait un homme qui sortait d'une maison. Moi, j'essayais d'un peu faire des signes avec mes yeux. En même temps d'ouvrir sa porte de voiture, il nous regardait, mais il n'a pas réagi. Il est monté dans sa voiture et il est parti. Il m'a dit, t'as bien fait de rester calme et de ne pas faire de faux gestes ou crier parce que je t'aurais poignardé jusqu'à ce que tu meurs. Et il le disait avec une rage, comme si ça l'excitait de dire ça en fait. J'ai tout de suite su que c'était quelqu'un qui était dangereux, qui serait capable de me tuer. Il y avait le couteau qui était toujours pointé sur moi. Et quand il devait changer de vitesse, donc vite fait, il changeait, mais toujours avec le couteau en main. Moi, je pleurais, je le suppliais de me laisser partir, de ne pas me faire du mal. Alors à ce moment-là, il m'a dit « Ok, c'est bon, je vais te déposer chez toi. On va juste retrouver la route pour prendre le ring, pour retourner à Bruxelles. » Une fois qu'on était sur le ring, il roulait sur la bande de droite, mais à du 40 maximum à l'heure. Donc, il s'est arrêté sur la bande d'urgence. Et voilà, c'est là que l'incident s'est passé. C'est là qu'il m'avait violée. Quand il avait fini, on recherchait le chemin pour me déposer à Bruxelles.
Il se sentait bien, il se sentait à l'aise, il discutait normalement. J'essaie d'un peu de tirer des informations sur lui, mais je ne sais pas si elles sont exactes ou pas. Il a un peu parlé de sa vie, comme quoi il a déjà fait de la prison, que c'était quelqu'un qui venait d'Hollande, qu'il était sans papier et que sur le moment même, il venait justement de Charleroi, comme quoi il aurait agressé un monsieur, il lui a volé sa voiture, qu'il lui aurait même coupé son oreille. Donc que soi-disant la voiture dans laquelle on était, c'était pas sa voiture, c'était une voiture volée. Il m'a déposé à peu près de chez moi. Et bien sûr, avec des menaces. Si tu déposes plainte, à ce moment-là, c'est sûr, je vais te tuer. Et de toute façon, je vais quitter la Belgique. Le temps que tu ailles déposer plainte, je serai déjà en Espagne. En me déposant chez moi, il m'a demandé pardon. Et donc, moi, je lui ai dit, si Dieu te pardonne, alors moi aussi, je te pardonnerai à ce moment-là. Parce que je suis sûre qu'il ne lui pardonnera pas. Tout de suite après, j'ai déposé plainte au commissariat de police. On a pris donc mon audition et quand on m'a emmenée aux urgences pour justement faire les prélèvements d'ADN. Enfin, prendre toutes les preuves, quoi. Het DNA-profiel van de dader wordt in de Nationale Gegevensbank vergeleken met andere DNA-profielen. Op dat moment is er geen enkele match. Dat wil zeggen dat de man nog niet gekend is bij het gerecht of dat er nog nooit eerder DNA van hem gevonden is. Maar 6 maanden na de verkrachting slaat hij weer toe. En deze keer loopt het fataal af. De man vermoordt zijn slachtoffer met een mes. Op haar lichaam wordt later zijn DNA aangetroffen. Fatia Zirari is 43 jaar en van Marokkaanse afkomst. Ze is voor het laatst levend gezien in de nacht van 13 op 14 mei 2010 in het casino van Brussel op de Anspachlaan. Daar heeft ze de hele nacht gezeten. We weten er eigenlijk heel weinig over. We weten wanneer zij naar het casino is gegaan en we weten ook hoe laat dat zij daar is weggegaan. Alles wat daartussen is geweest zijn de contacten, de mensen met wie zij dus gepraat heeft, telefoontjes die zij gedaan heeft. Dat hebben we allemaal kunnen reconstrueren. Al die personen zijn ook gecontacteerd geweest en verhoord geweest. Wat eigenlijk spijt genoeg tot geen enkel resultaat heeft kunnen leiden. Om 3:15 's nachts gaat Fatia naar buiten. Ze stapt in de richting van de beurs op de Anspachlaan. Dan weten we niks meer. Dus vermoedelijk is zij opgepikt geweest. En niets zegt dat die dader misschien nog altijd met diezelfde wagen zou kunnen rijden, zijnde uit de verklaring van het slachtoffer van de verkrachting, een Audi Brek. De auto van de dader toen was een donkere Audi 80 of een A4. De zetels waren in zwarte stof met een stuk grijs met kleine ruitjes. Het dashboard was volledig zwart. We zijn zeker op zoek naar mensen die eventueel Fatia die morgen van de 14e mei om na 3:45 nog hebben gezien. Eventueel hebben zien instappen in een wagen, details kunnen geven in verband met die wagen en zeker ook wat betreft de bestuurder. We kunnen ervan uitgaan dat zij diezelfde morgen verkracht en vermoord is geweest, maar ook gedropt is geweest op de vindplaats waar zij nadien aangetroffen is geweest. Pas 6 dagen later vindt een autobestuurder het lichaam van Fatia langs de kant van de E40 van Gent naar Brussel, iets voorbij de afrit Ternat. Ze is vermoord met 20 messteken. Hoe dan ook zouden we heel graag willen weten wat betreft de vindplaats of dat iemand toch iets gezien zou hebben die morgen. Dat abnormaal zou kunnen genoemd worden, maar waarvan tot nu toe nog altijd geen aangifte is geweest. C'est un violeur, c'est un criminel. Combien de victimes il va encore faire à l'avenir? Et combien il en a fait déjà au passé? Volgens de federale politie heeft de man wellicht nog feiten gepleegd, ook al is er geen andere match in de DNA-databank. Het feit dat we geen andere zaken gevonden hebben,
die we kunnen linken aan diezelfde persoon. Kan zijn dat ofwel er geen DNA aangetroffen is geweest, die kon gebruikt worden voor analyse en vergelijking. Kan ook zijn dat er totaal geen aangifte is gebeurd door de slachtoffers. Il y a la culture derrière tout ça, les traditions, nos origines. Je veux dire, les gens vous jugent énormément, même si vous êtes la victime. C'est très important pour moi et toutes les autres victimes d'aller déposer plainte parce qu'il ne faut pas garder ça pour elles. Déjà, ça leur empoisonne la vie, c'est sûr. Moi, j'en ai parlé ouvertement, mais ça m'empoisonne quand même encore la vie jusqu'à présent. Donc, je me mets un peu à leur place, ça doit être encore pire que moi. Donc si elles veulent que les choses bougent et que lui ait ce qu'il mérite lui aussi, il n'y a pas de secret, elles doivent aller déposer plainte. Bent u misschien een slachtoffer geweest van deze man of heeft u een vermoeden om wie het gaat? Misschien herkent u een van de straffe verhalen die hij vertelde of heeft u ze van iemand anders gehoord? Met al uw tips kan u terecht op het gratis nummer van de politie 0800 30 300.